Le vin rouge sombre a été jeté directement sur moi. Le liquide glacial tachait ma fine robe en soie, telle une blessure ouverte, au beau milieu de cette somptueuse fête de fiançailles. La place d'une sangsue comme toi est dans la cuisine, a hurlé Marcus, l'arrogant directeur financier, et mon futur beau-frère. Ses muscles, sculptés à la salle de sport, se contractaient de triomphe. Il a pressé son doigt durement contre mon front, martelant chaque mot, assez joué aux soldats. Avance sur l'herbe. Laisse-moi voir combien de secondes une lâche inutile comme toi peut tenir, avant de tomber à genoux, et d'implorer pitié. Debout juste à côté de lui, Chloé, ma propre sœur de sang, celle que j'avais protégée au prix de mon sang, a croisé les bras. Elle s'est moquée de moi, avec un rire cruel et perçant, « Vas-y, Frangine. Tu n'es probablement bonne qu'à tenir des bébés et des balais, de toute façon. Ne laisse pas Marcus briser tes vieux os fragiles. » La foule a halté, dans une moquerie collective. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas pris la peine d'essuyer le vin de mon visage. Le vent de l'après-midi a soulevé mon manteau trempé, caressant la cicatrice irrégulière, laissée par un couteau, en travers de ma clavicule. Il n'avait aucune idée qu'il venait d'acculer un major, l'instructrice en chef du système de combat rapproché des opérations spéciales des États-Unis. Et il venait, par la même occasion, de détruire leur propre chance de sortir d'ici en un seul morceau. J'ai lentement retiré mes talons hauts, posant mes pieds nus, profondément cicatrisés, sur l'herbe. J'ai verrouillé les yeux morts et vides de la faucheuse, directement sur la gorge de cette ceinture noire de 100 kilos. J'ai esquissé un léger rictus, calculant exactement 4 angles différents, pour briser son cartilage trachéal, en moins de 3 secondes. Avant de vous montrer comment ces 3 secondes ont brutalement écrasé son arrogance, faisons une pause d'un instant. S'il vous plaît, aimez cette vidéo, et abonnez-vous à la chaîne, si cette histoire résonne en vous. Laissez un commentaire, et dites-moi, avez-vous déjà vu votre dignité piétinée, par votre propre chair et votre propre sang? Et maintenant, reculons un peu, pour voir exactement comment cet après-midi sanglant a commencé. La plante de mes pieds nus s'enfonçait profondément, dans l'herbe humide et mourante. Le vin à 500 € collait à ma peau. Il était glacial, poisseux, et dégageait une odeur forte d'alcool bon marché, contre la soie déchirée. La foule a reculé, formant un cercle de jugement, serré et avide, tout autour de nous. La lumière jaune et maladive des lustres extérieurs projetait l'ombre de Marcus, longue et lourde, sur mon visage. Il se tenait là, roulant ses épaules massives, faisant craquer ses jointures. Ses bruits humides et secs résonnaient sur la pelouse. Sa chemise en soie hors de prix se tendait sur sa poitrine, avide de violence. Près du buffet, Eleanor Thorne a levé une main manucurée pour couvrir sa bouche, chuchotant quelque chose de vicieux à Sarah Marsh. Elle me fixait du regard, de la même manière qu'on regarde un animal sale et enragé, qui viendrait de s'égarer dans un salon bourgeois. Je n'ai pas bougé les épaules. Je n'ai pas scié. Mon système nerveux a automatiquement refermé une lourde porte de fer, bloquant toutes les émotions inutiles. J'ai forcé ma respiration à ralentir. Une inspiration, toutes les 4 secondes. L'oxygène froid a frappé mes poumons. J'étais parfaitement éveillé. Mes yeux ont glissé vers le collier de diamants, accrochant la lumière sur la gorge de Chloé. 2 ans plus tôt, j'étais allongé face contre terre, dans la poussière brûlante de Kandahar. Je mâchais des rations rassis, dures comme de la pierre, envoyant chaque centime de ma prime de risque, directement sur le compte bancaire de notre mère. Elle m'avait dit que Chloé avait besoin de faire un stage non rémunéré, dans un magazine de mode haut de gamme. Elle disait que Chloé ne pouvait pas se permettre de porter des vêtements bon marché, autour de ces gens fortunés. Chaque diamant reposant contre le pouls de ma sœur, chaque fil fin cousu dans le costume sur mesure de Marcus, avait été payé par les nuits que j'avais passées à serrer un fusil dans le désert glacial, ravalant ma propre terreur. Maintenant, ils utilisaient cette même richesse, achetée avec mon sang, pour m'humilier devant leurs amis. Ils m'ont appelé une sangsue. Ils m'ont traité de fardeau inutile. Une épaisse vague de nausée amère s'est tordue au fond de mon estomac. Elle avait le goût de la cendre et du cuivre. J'ai déplacé mon regard froid vers le bord de la tente. Robert Thorne, le patriarche de l'entreprise, se tenait près des sculptures de glace. Il a pris une gorgée lente et délibérée de son whisky, et a fait un signe de tête à peine visible à son fils. Il appréciait pleinement cette démonstration de domination absolue. Pour un homme d'affaires impitoyable, le gros poisson mangeant le petit n'était que l'ordre naturel des choses. Puis, j'ai trouvé mon père.
Jonathan, un colonel des marines à la retraite, se tenait complètement caché parmi les invités aisés. Il a baissé les yeux vers le sol. Il faisait tourner le lourd verre en cristal dans ses mains, fixant d'un regard vide les glaçons qui fondaient. Il choisissait le silence, pour protéger l'illusion creuse d'une famille heureuse et unie. J'étais entièrement seul, à l'intérieur d'un cercle de 50 personnes. La véritable injustice n'était pas le vin que Marcus m'avait jeté au visage. C'étaient ces 50 bouches hermétiquement fermées, attendant silencieusement que ma colonne vertébrale se brise, juste pour avoir un divertissement bon marché avec leur dîner hors de prix. Quel est le problème? Les jambes tremblent déjà, a ricané Marcus, en faisant un pas lourd et arrogant vers l'avant. Il ne savait pas que, lorsqu'il bougeait, son talon frappait la terre meuble en premier. Son centre de gravité a basculé vers l'avant beaucoup trop vite, entraînant son équilibre avec lui. Une faille fatale et béante s'est ouverte, juste sous sa 6e côte. J'ai déplacé mon poids, abaissant mes hanches d'une fraction de pouce. J'ai laissé mes mains nues pendre librement le long de mes cuisses, au lieu de les lever pour protéger mon visage. Une soudaine rafale de vent du soir a balayé la pelouse. Elle a attrapé les bords de mon manteau ruiné, arrachant complètement le bouton supérieur desserré. Le petit morceau de plastique a heurté la terre, avec un léger clic. Dans cette fraction de seconde exacte, près du bord de la tente du traiteur, Ethan Thorne, le frère aîné de Marcus, s'est soudainement raidi. Le verre de vin rouge dans sa main a vacillé violemment, se renversant sur ses jointures. Il venait de voir l'épais canyon déchiqueté de chair morte, qui descendait le long de mon épaule. Marcus a fait les 100 pas, en formant un cercle serré autour de moi. Les lourdes semelles en cuir de ses chaussures de créateur écrasaient les pétales de rose éparpillés, dans la boue humide. Crac! Crac! Ce son aigu a martelé directement mes tempes, arrachant violemment mon esprit à ce jardin étouffant, pour me ramener tout droit à un après-midi glacial de novembre, il y a 3 ans. C'était exactement le même rythme, mais à l'époque, c'était le crissement des roues d'un fauteuil roulant d'hôpital, grinçant sur une fine couche de neige sale, à l'extérieur de l'aéroport international de Dulles. J'étais assise sur le bord du trottoir en béton gelé. Ma jambe gauche était lourdement bandée, palpitant d'une chaleur sourde et écœurante. Mes vêtements sentaient la sueur rance et le sang séché. Une main serrait une béquille en bois qui s'effritait. L'autre tenait un téléphone à l'écran fissuré, pressé fermement contre mon oreille glacée. La voie des arrivées était complètement vide. En ce moment même, la chaleur agressive qui irradiait du corps tendu et furieux de Marcus étouffait presque l'air autour de nous. Mais ma colonne vertébrale s'est transformée en un bloc de glace solide, gelé par ce souvenir. Zaria, écoute. Chloé et moi sommes coincés au centre commercial. L'achat de la robe de mariée est un cauchemar, avait fredonné la voix de ma mère à travers le haut-parleur cassé du téléphone, ce jour-là. Plate, indifférente. Pas la moindre trace d'inquiétude. Prends juste un taxi pour rentrer, d'accord? Je te paierai la course par Venmo plus tard. J'avais baissé les yeux vers les taches raides, couleur rouille, qui ruinaient le tissu de mon pantalon. Puis, j'avais appuyé sur le bouton rouge et raccroché. Quand je m'étais finalement traîné jusqu'à la porte d'entrée plus tard dans la nuit, Chloé n'avait pas demandé comment un morceau de plomb brûlant avait déchiré mon tissu musculaire. Elle s'était juste pincé le nez, et s'était plainte que l'odeur d'antiseptique d'hôpital accrochée à mes vêtements, gâchait l'ambiance de son goûter mondain. Elle ne voyait ni une fille, ni une sœur franchir cette porte. Elle voyait un distributeur de billets cassés. La machine dysfonctionnait, alors elle avait intérêt à se réparer toute seule, et à rester hors de vue, pour ne pas salir le tapis immaculé de leur salon. Une boule dure et amère a gonflé au fond de ma gorge. Je l'ai ravalée. L'image de mon défunt grand-père, le général Arthur Marsh, a brillé dans mon esprit. Il se tenait dans son bureau, l'air sentant légèrement le tabac à pipe et le vieux papier. Sa main rugueuse et calleuse reposait lourdement sur mon épaule de petite fille de 10 ans. La famille peut être l'endroit le plus brutal sur terre, Zaria, résonnait sa voix grave à travers les années. Ton arme n'est pas tes poings. C'est ta patience. Laisse-les arracher leur propre masque. J'avais utilisé cette patience pendant 15 ans. J'avais avalé les insultes. J'avais tranquillement déménagé, je m'étais tranquillement marié, et j'étais devenu mère en silence. J'avais enterré les instincts mortels gravés dans mes os, les cachant dans l'obscurité, juste pour acheter un sourire faux et étrange de ma mère, lors de ces dîners de Thanksgiving fades et étouffants. J'avais payé leur luxe avec mon silence. Et, tu t'endors sur moi.
L'aboiement soudain de Marcus a brisé le souvenir. Il s'est jeté en avant, sa main massive et en sueur s'est tendue, visant à attraper une poignée de mon col en soie trempée. J'ai regardé d'un œil vide ses gros doigts voler vers mon visage. La réalité écœurante s'est finalement mise au point. Si je continuais à avaler ses abus, à me faire toute petite pour maintenir la paix, qu'arriverait-il à ma petite fille? Grandirait-elle en apprenant à baisser la tête comme une tortue effrayée, chaque fois qu'un homme bruyant et arrogant exigerait qu'elle s'efface? Si je ne me levais pas, pour exposer cette dynamique toxique et pourrie ici et maintenant, qui le ferait pour elle? Avant de vous montrer ce que j'ai fait ensuite, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà dû rester assise en silence, pendant que votre propre famille vous traitait comme si vous n'aviez aucune importance? Si vous avez déjà été le bouc émissaire de votre famille, laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « survivant ». Et s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton j'aime, et abonnez-vous à la chaîne, afin que nous puissions nous soutenir mutuellement. La question interne a explosé dans mon cerveau. Mes paupières ont battu une fois. La vague écrasante de chagrin d'enfance et d'apitoiement sur moi-même s'est instantanément évaporée. Elle a été entièrement remplacée par la froideur mécanique et absolue, d'une pure discipline. La main de Marcus était à 5 cm de mon cou. Marcus s'était lancé. Sa main lourde s'est tendue à fond, avec l'intention de tordre mon col, et de me jeter la face la première dans la boue. Il a utilisé tout le haut de son corps, comptant purement sur sa masse musculaire de salle de sport, et sur une agression aveugle. Je n'ai pas levé les mains pour bloquer. À la seconde exacte où ses doigts ont effleuré la soie mouillée de mon manteau, j'ai glissé mon pied gauche nu, d'exactement 15 cm en arrière. Mon centre de gravité est descendu instantanément, dans mon talon. J'ai fait pivoter mes hanches dans le sens des aiguilles d'une montre, utilisant l'élan violent qu'il m'apportait. Mon épaule a glissé de sa prise, comme de la glace mouillée. Marcus n'a attrapé que de l'air vide. Sa carcasse de 100 kg a continué d'avancer, complètement hors de contrôle. Il s'est débattu pour élargir sa posture, trébuchant lourdement sur l'herbe humide. Il s'est rattrapé juste avant de mordre la poussière, s'appuyant lourdement sur ses genoux, exhalant un souffle épais et saccadé. La foule environnante est devenue silencieuse. Le coup de chance des idiots, a craché Marcus, le visage virant au rouge sombre. Son ego fragile brûlait devant ses riches amis. Il a chargé à nouveau, lançant un djab droit sauvage, directement vers mon visage. Le coup de poing était rapide, mais le rythme était douloureusement évident. Je n'ai pas regardé son poing. J'ai observé le muscle épais de son épaule, se contractant sous sa chemise. Une fraction de seconde avant que son bras ne soit complètement tendu, je suis sorti de la ligne centrale, à un angle de 45 degrés. J'ai doucement levé ma main droite, pressant l'extérieur de mon poignet contre son coude en mouvement. Cela nécessitait moins de 2 kg de pression. Cette minuscule perturbation, dans son alignement squelettique, a envoyé tout son bras complètement hors de sa trajectoire. Le lourd coup de poing a fouetté l'air vide. Son propre élan l'a fait tournoyer sauvagement, et son dos a violemment percuté le tronc épais d'un chêne voisin. Un bruit sourd a résonné sur la pelouse. Je suis resté exactement là où j'étais. Mes bras pendaient librement le long de mes flancs. Ma respiration est restée complètement plate. Des sueurs froides ont commencé à s'accumuler sur le front de Marcus. Il a essuyé sa bouche, réalisant que quelque chose n'allait pas du tout. Les agents de sécurité musclés, qu'il balançait habituellement dans ses cours de Krav Maga hors de prix, obéissaient aux lois normales de la physique. Mais la femme maigre qui se tenait devant lui, refusait tout simplement de jouer selon ses règles. Du coin de l'œil, j'ai vu mon père, Jonathan. Il avait finalement arrêté de faire tourner son whisky. Ses jointures étaient blanches comme l'os autour du verre. Il a reconnu ce jeu de jambes. Ce n'était pas un sport. C'était une mécanique de survie brute et brutale, conçue pour démanteler un corps humain, sans faire couler une seule goutte de sueur. Et il savait exactement où j'avais dû l'apprendre. Il n'avait juste jamais voulu le reconnaître. L'humiliation s'est transformée en une rage aveugle et hideuse. Marcus s'est repoussé de l'arbre, abandonnant complètement ses poings. Il s'est jeté en avant avec ses deux mains, attrapant mon biceps gauche. Il voulait utiliser sa force physique absolue pour tordre mon bras, jusqu'à ce qu'un os se brise. Son visage s'est déformé en un masque de pure arrogance, s'attendant pleinement à ce que je crie. Cette fois, je n'ai pas reculé. J'ai claqué mon coude fermement contre mes côtes, verrouillant complètement l'articulation. J'ai transformé mon bras en une solide barre de fer.
Il a tiré vers l'arrière avec tout ce qu'il avait. Rip. La fine soie ne pouvait pas supporter la tension violente. Le bruit du tissu qui se déchire était assourdissant dans le jardin silencieux. La manche s'est déchirée violemment de mon épaule, jusqu'à mon coude, pendant sur ma peau, comme un tas humide et ruiné. Les mains de Marcus se sont figées en l'air. L'air froid du soir a mordu ma peau exposée. Sous la lumière orange déclinante, une cicatrice massive de 15 cm était totalement exposée le long de mon bras nu. La chair était sombre, irrégulière et fortement boursouflée, laissant les marques de dents brutales et indubitables d'une lame dentelée. Ce n'était pas un accident de cuisine maladroit. C'était la marque permanente de quelqu'un qui était ressorti d'un cimetière. Dans le coin du jardin, la douce musique jazz s'est brusquement éteinte, remplacée uniquement par le son de Marcus, cherchant son souffle. Dans la zone des sièges VIP, David Vance a posé lentement son verre de vin en cristal, sur la nappe blanche. Ses grandes mains, des mains qui avaient passé 15 ans à recoudre des hommes déchirés et en sang, dans des tentes médicales au sol en terre battue à l'étranger, tremblaient légèrement. Il regardait intensément la cicatrice épaisse et boursouflée, exposée sur mon bras nu. Il savait exactement quel genre d'acier dentelé créait une telle blessure. Mais ce qui a vraiment fait dresser les poils sur sa nuque, ce n'était pas la cicatrice elle-même. C'était la façon dont je me tenais. Mes pieds étaient plantés en une forme de V serré. Mon menton était rentré, protégeant parfaitement ma trachée. Mes épaules étaient détendues, équilibrant sans effort le poids de mon corps, pour pivoter en une fraction de seconde. Les yeux de David se sont écarquillés. Il a réalisé que son futur neveu ne combattait pas une femme désespérée, se débattant dans tous les sens. Je ne me défendais pas. J'opérais méthodiquement un processus mécanique, conçu pour arrêter un corps humain de façon permanente. Je me retenais activement, juste pour garder Marcus en vie. À quelques pas de là, Chloé est sortie de derrière Marcus. Elle a vu la soie ruinée pendre de mon épaule, et a laissé échapper un ricanement moqueur et perçant. « Mon Dieu, tes vêtements bon marché tombent en lambeaux. Tu nous embarrasses, Zarya. » Avant même que les mots cruels ne s'installent dans l'air, une petite silhouette s'est frayé un chemin à travers la foule d'adultes bouche bée. Lily, ma petite cousine éloignée de 18 ans, a couru droit vers moi, à travers l'herbe humide. Elle tenait son gilet en tricot surdimensionné. Ses petites mains tremblaient, alors qu'elle enroulait la laine chaude fermement, autour de mon épaule exposée et couverte de cicatrices. Zarya, mais ça. Il fait un froid de canard, a murmuré Lily, la voix brisée par la peur. Elle a lancé un regard noir à Marcus. Il est fou. Ne le laisse pas te brutaliser. J'ai baissé les yeux vers elle. Une cousine éloignée, à peine plus qu'une étrangère, était la seule personne dans tout ce jardin qui avait pensé à m'apporter un manteau, et une once de décence humaine. Pendant ce temps, ma propre chair et mon propre sang se tenaient juste là, exigeant de briser mes os pour un frisson bon marché. Une piqûre soudaine et aiguë a brûlé le fond de ma gorge. Elle avait le goût de la cendre et des larmes ravalées. Près de la tente du traiteur, Ethan Thorne a fait 2 pas vers l'avant, franchissant la frontière invisible de la foule. En tant que cadre d'entreprise impitoyable, son cerveau était conçu pour traiter des données brutes, et calculer les risques instantanément. Il a fixé la cicatrice violente et déchiquetée. Il a analysé mon rythme cardiaque anormalement plat, face à une agression brute. Il s'est souvenu de mes excuses vagues concernant mes fréquents voyages d'affaires hors de l'État. Ethan a regardé son jeune frère, qui haletait encore contre l'arbre, puis il a posé son regard sur moi. Le ricanement arrogant et aisé avait complètement disparu du visage d'Ethan. Il a été remplacé par un regard rigide et profondément prudent. Il comprenait enfin que Marcus venait de donner un coup de pied dans un nid de frelons, auquel il n'aurait jamais dû toucher. J'ai placé ma main doucement sur les doigts tremblants de Lily. Je lui ai fait un petit signe de tête silencieux, lui signalant de reculer en lieu sûr. J'ai tendu la main pour tirer le bord du gilet surdimensionné, plus fermement autour de ma poitrine. Alors que je déplaçais mon poids, la chaîne en argent, cachée profondément sous mon col en soie déchiré, a glissé à l'air libre. Clinc, clinc. 2 morceaux rectangulaires de métal terne et rayé, se sont cognés l'un contre l'autre contre ma clavicule. Le son était incroyablement faible, mais dans ce silence de mort, il a porté à travers l'herbe. Ce n'étaient pas des souvenirs bon marché achetés dans un centre commercial. C'étaient d'authentiques plaques d'identification militaire. Leurs bords étaient noircis par une chaleur extrême, enveloppés dans des silencieux en caoutchouc noir, épais et usés.
À la seconde même où ces deux morceaux de métal ont accroché la lumière jaune des lustres, David Vance a repoussé violemment sa lourde chaise en bois. Elle s'est écrasée violemment dans la terre. Il s'est levé d'un bond, son visage perdant toute couleur. Marcus a arraché sa veste hors de prix de l'herbe. Il a essuyé furieusement la sueur froide de son front. Désespéré de sauver la face devant ses pères fortunés, il a pointé un doigt tremblant juste entre mes yeux. « Tu vois ça » a-t-il hurlé, bombant le torse. « Si je n'avais pas retenu mon coup de poing à la dernière seconde, ton bras serait cassé en deux en ce moment même. Arrête de jouer les durs. Tu as appris 3 tours de passe-passe à 2 balles, et maintenant tu veux ruiner la fête de fiançailles de ta sœur. » Chloé s'est instantanément approchée, juste à côté de lui. Le flash clignotant agressif de l'appareil photo de son téléphone était déjà pointé directement sur mon visage. « Sérieusement, laisse tomber, Zarya » a-t-elle ricané, tenant l'écran comme un bouclier. « Tu dois toujours voler la vedette. Ça te tuerait de laisser Marcus gagner, pour une fois ? Pourquoi faut-il toujours que tu agisses de façon si supérieure ?» L'odeur d'un cigare cubain brûlant a dérivé sur la pelouse. Robert Thorne s'est éclairci la gorge. « Mademoiselle Zarya, comportez-vous comme une dame. » Sa voix a tranché l'air humide, dégoulinante d'une autorité paresseuse. Marcus s'amusait juste un peu. « Vous réagissez comme une voyou de rue déséquilibrée. Nous sommes dans la haute société. Nous utilisons nos mots, pas la violence bon marché. Présentez vos excuses à mon fils, et allez vous asseoir. » Ils étaient en train de réécrire la réalité juste devant moi. L'homme qui venait de se jeter sur moi, déchirant mes vêtements et essayant de me casser le bras, était magiquement transformé en la victime d'une voyou de rue. Et moi, la femme qui n'avait pas donné un seul coup de poing, j'étais soudainement la vieille fille folle, ruinant une belle réunion de famille. J'ai tourné les yeux vers mes propres parents de sang, cherchant une seule once de défense. Ma tante Éléanore s'est contentée d'un demi-sourire, chuchotant assez fort pour que tout le monde entende, elle est juste jalouse, parce que Chloé a attrapé un mari riche, alors qu'elle se retrouve avec rien. Un souvenir a percuté ma poitrine, lourd et étouffant. Je me suis souvenu d'être assise dans un fast-food exigu et graisseux, des années auparavant. J'avais la mâchoire contusionnée, à cause du directeur adjoint du magasin de bricolage. Ma mère était assise de l'autre côté de la table collante, remuant son café tiède, refusant de me regarder. « Zarya, tu dois retirer ta plainte. Il est ami avec le maire. Si tu fais un scandale, comment Chloé est-elle censée obtenir cette bourse ? Vous pouvez couper le cordon en deux, mais le sang ne coule toujours que dans un seul sens. » Il voulait que je me mette à genoux. Il voulait que je tende mes bras, pour que Marcus puisse les briser, juste pour obtenir la photo de famille parfaite et souriante. La lourde boule dans ma gorge s'est finalement brisée. Je n'étais plus triste. Une vague de dégoût écœurante et glaciale est montée du creux de mon estomac, remplissant mes poumons. Une grosse veine a commencé à palpiter régulièrement, contre ma tempe gauche. Avez-vous déjà été manipulé psychologiquement par votre propre famille ? Ont-ils déjà essayé de vous convaincre que vous étiez la personne folle, simplement pour vous être défendu ? Si vous savez exactement ce que l'on ressent, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « Gasly », pour que je sache que je ne suis pas seul dans cette situation. Voyant son père le soutenir, l'ego de Marcus s'est instantanément gonflé. Il a fait 2 pas arrogants vers l'avant. Il a levé à nouveau sa main massive et en sueur. Il l'a dirigée vers le bas, avec la ferme intention de me tapoter durement le sommet du crâne, comme s'il calmait un chien errant et désobéissant. « Allez, grande sœur. Sois une gentille fille. Dis que tu es désolée, et je laisserai passer. » La chaleur étouffante de son arrogance irradiait de sa paume, alors qu'elle descendait vers mon crâne. Mais cette fois, je n'ai pas reculé. J'ai enfoncé mon talon nu directement dans la boue froide, m'ancrant au sol. J'ai levé le menton. Mes yeux ont arrêté de fixer ses épaules. J'ai verrouillé ma vision, pile au centre, sur le petit pont d'os fragile qui reposait juste entre ses yeux. La douce musique jazz jouant en arrière-plan a tout simplement cessé d'exister. L'épaisse paume de Marcus était à 5 cm du sommet de ma tête. Agissant sur un réflexe beaucoup plus rapide qu'un battement de paupières humain, mon bras gauche a fouetté vers le haut, comme un essuie-glace en acier. L'arête extérieure dure de mon avant-bras a percuté directement son poignet descendant. Smack. Le son sec et craquant de l'os heurtant l'os, a retenti de manière cristalline.
L'impact a été si violent, que Marcus a été physiquement projeté en arrière. Il a ramené son bras contre sa poitrine, agrippant son poignet qui rougissait rapidement, son visage se tordant instantanément sous le choc et une douleur aiguë. « Ne me touche plus jamais », ai-je sifflé entre mes dents. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait le frisson glacial et creux d'une tombe ouverte. L'autorité absolue derrière ces 5 mots a instantanément étouffé les murmures vicieux de la foule environnante. J'ai balayé le bord du gilet en tricot surdimensionné sur le côté, et je me suis tenu parfaitement droite. Le soleil descendait rapidement derrière les arbres, transformant le ciel du soir en un orange meurtri et sanglant. Mon ombre s'étirait longuement sur l'herbe humide, avalant complètement l'ombre de Marcus. J'ai ignoré les yeux furieux et exorbités de Robert Thorne. J'ai regardé droit à travers mon futur beau-frère. « Tu veux un vrai combat ?» ai-je demandé, la voix plate et morte. « Tu veux prouver que les femmes ont été mises sur cette terre, uniquement pour que des hommes comme toi leur marchent dessus, et leur jettent une pitié bon marché ?» À chaque question que je lançais dans l'air glacial, je faisais un pas lent et délibéré vers l'avant. Marcus a paniqué. Il a trébuché en arrière, ses yeux scrutant frénétiquement le jardin, cherchant désespérément quelqu'un, n'importe qui, pour le tirer de là. L'autorité endormie et étouffante, de quelqu'un habitué à donner des ordres absolus, s'est finalement réveillée. Elle a saisi à la gorge tous ceux qui se tenaient dans ce jardin. J'ai déplacé mon regard vers Chloé. Sa bouche était grande ouverte, dans un choc stupide. J'ai balayé des yeux les femmes riches qui venaient de se moquer de moi. Elle reculait maintenant physiquement, dans les ombres de la tente du traiteur. « Très bien, nous allons nous battre », ai-je dit, en prononçant chaque syllabe avec une précision de lame de rasoir. « Mais j'ai une condition. Quand je gagnerai, tu vas te laisser tomber sur tes 2 genoux, juste ici, sur cette herbe. Tu me présenteras tes excuses, et ensuite tu présenteras tes excuses à chaque femme présente dans ce jardin, pour ta bouche sale et arrogante. » L'oxygène a disparu de la pelouse. Je n'avais pas menacé de lui briser la mâchoire. J'avais visé directement la chose la plus fragile qu'il possédait, son ego masculin, toxique et démesuré. J'exigeais une humiliation publique totale, devant les puissants amis de son père. La foule a retenu son souffle. Ethan Thorne a secoué lentement la tête. « Ne le fais pas, Marcus. »« Arrête, c'est tout » a-t-il marmonné, la voix tendue par un avertissement, alors qu'il sortait enfin de l'ombre. Mais Chloé, aveuglée par son propre besoin stupide et désespéré d'approbation, a hurlé à plein poumon « Accepte !» Mets-la KO, Marcus. Elle a perdu la tête. Coincé dans un coin, écrasé par le poids étouffant de la fierté de la famille Thorne, Marcus s'est mordu la lèvre inférieure, jusqu'à ce qu'une perle de sang sombre ne perle. Il ne pouvait pas reculer face à une mère célibataire dans une robe en soie déchirée. Sa fierté n'y survivrait pas. Il a poussé un rugissement humide et guttural, comme un chien blessé et acculé. « Très bien, je t'envoie à l'hôpital aujourd'hui », a-t-il hurlé. Il a jeté par la fenêtre la moindre règle d'un combat amical. Il a serré ses 2 énormes mains en poings serrés, ses jointures devenant blanches. Il a baissé la tête, et a chargé à pleine vitesse à travers les pétales de rose piétinés, n'apportant rien d'autre qu'une intention pure et inaltérée de détruire. Marcus a chargé comme un train de marchandises fou. Il a lancé une combinaison lourde et sauvage, gauche, droite, uppercut. Je n'ai pas levé les bras pour bloquer un seul d'entre eux. Mon cerveau a automatiquement filtré la foule, les lumières, le jardin tout entier. Je suis entré dans le tunnel. Chaque mouvement qu'il faisait, ralentissait en images fragmentées dans ma tête. Le lourd coup de poing gauche a foncé vers mon visage. J'ai incliné mon coude exactement 1 centimètre vers la gauche. L'énorme crochet a fouetté l'air. J'ai plié les genoux d'exactement 3 centimètres. La trajectoire de son poing n'a tracé que des lignes vides et inoffensives, à travers l'air du soir. Plus il frappait vite, plus je m'esquivais avec fluidité. Je bougeais comme un fantôme fait de fumée humide. Sa carcasse de 100 kilos ne faisait que frapper brutalement l'oxygène vide, juste devant moi. 60 secondes entières se sont traînées. Je n'ai pas lancé une seule contre-attaque. Je n'ai pas prononcé un seul mot. J'ai simplement verrouillé mes yeux morts et vides, sur ses pupilles qui se dilataient rapidement. La façon la plus rapide de briser un homme arrogant n'est pas la douleur physique. C'est le désespoir absolu et étouffant, de réaliser qu'il ne peut pas vous toucher. La respiration de Marcus a commencé à se briser violemment. Il sonnait comme un soufflet percé,
haletant et s'étouffant avec sa propre fatigue. L'odeur aigre et forte de la sueur de panique a complètement trempé le dos de sa chemise en soie hors de prix. L'air autour de lui puait l'échec total et indéniable. Mon silence plat et absolu agissait comme un miroir brutal, reflétant sa faiblesse pathétique en plein visage. Il se noyait sur la terre ferme, et sa propre famille se tenait juste là, à le regarder couler. Désespéré, il a lancé un lourd coup de pied circulaire. C'était un mouvement bâclé et épuisé, totalement dépourvu d'équilibre. Avant même que son pied ne quitte l'herbe, j'ai fait un minuscule pas à l'intérieur de sa garde. J'ai baissé mon épaule juste assez, pour heurter l'intérieur de sa jambe de pivot. C'était à peine une poussée, mais cela a complètement détruit son centre de gravité. Marcus a perdu pied entièrement. Il a trébuché en arrière de 3 pas lourds, se rattrapant sur ses genoux, cherchant son souffle. Personne dans la foule n'a osé faire un bruit. Les gardes de sécurité musclés, qui l'avaient applaudi plus tôt, se tenaient juste là, la bouche légèrement entr'ouverte. Le statut prestigieux et tape à accent grave-l'œil de ceinture noire, dont il s'était vanté tout l'après-midi, était réduit en poussière bon marché, en n'utilisant rien d'autre qu'un simple jeu de jambes. Son ego masculin toxique et prétentieux s'est brisé juste là, sur l'herbe mourante. L'humiliation s'est instantanément transformée en folie pure. Marcus a levé les yeux de la boue. Le blanc de ses yeux était parcouru d'épaisses veines rouges de colère. Il ne voulait plus me donner une leçon. Il voulait m'effacer de l'existence. Il ne pouvait pas supporter l'idée qu'une femme reparte avec sa fierté. Jetant par la fenêtre la moindre once de retenue ou de sécurité, il a reculé pour prendre de l'élan. Il a canalisé chaque goutte restante de puissance physique, dans son corps lourd. Jetant tout son poids dans une violente rotation à 360 degrés, il a déclenché un coup de coude retourné à l'aveugle, visant directement ma tempe. Ce n'était pas un mouvement conçu pour gagner un combat amical. C'était un mouvement mécanique conçu pour éteindre définitivement un cerveau humain. L'os lourd de son coude a déchiré l'air froid du soir, créant un sifflement aigu et écœurant, alors qu'il volait vers mon crâne. Non, a hurlé David Vance dans une terreur absolue. L'os lourd du coude de Marcus déchirait l'air froid du soir. Il visait directement ma tempe. Opérant entièrement sur la mémoire musculaire, j'ai verrouillé fermement les muscles de mon cou. Ma main droite s'est recroquevillée en un lourd poing, me préparant à frapper droit vers le haut, dans sa trachée, mais je n'ai pas eu besoin de lancer le coup de poing. Une ombre massive et imposante a balayé mon visage, se déplaçant plus vite qu'un battement de cœur. Mon père, Jonathan Marsh, a enfin brisé son silence lâche. Sa main immense et calleuse a jailli, arrachant le poignet de Marcus en plein élan, directement dans les airs. L'élan brutal d'un homme de 100 kilos, tournant à pleine vitesse, a été instantanément écrasé contre la poigne de fer de mon père. Utilisant une torsion froide et mécanique de son poignet, mon père a plié le bras de Marcus violemment, derrière son dos. Snap! Le bruit écœurant d'une articulation qui saute, a résonné sur l'herbe. Marcus a poussé un cri aigu et atroce. La force a complètement quitté ses jambes, et il s'est effondré lourdement sur la terre humide. Mon père a appuyé une main lourde sur son épaule, le clouant au sol. Il avait passé 15 ans à fixer ses chaussures, pour maintenir la paix dans cette famille. Mais à cet instant, le marine à la retraite était pleinement réveillé. Tu oses utiliser un coup fatal sur ma fille, juste devant moi, a grondé mon père. Sa voix a roulé sur la pelouse, comme un sourd coup de tonnerre. Ce n'était pas une bagarre de rue désordonnée. C'était une punition absolue et indéniable. Le jardin tout entier a plongé dans un silence de mort, étouffant. Chloé a plaqué ses 2 mains sur sa bouche, hurlant d'horreur pure, son maquillage hors de prix coulant sur son visage. Près de la tente du traiteur, Robert Thorne s'est complètement figé. Le lourd verre de whisky en cristal a glissé entre ses doigts, et s'est brisé en 100 morceaux, sur le patio en pierre. À travers ce silence terrifiant, David Vance est sorti de la zone VIP. Il n'a même pas pris la peine de regarder son propre neveu, en train de pleurer sur le sol. Ses yeux étaient entièrement fixés sur moi, portant un lourd poids de respect profond, et de chagrin silencieux. Il s'est tourné brusquement, lançant un regard noir à Robert Thorne, et à la foule de mondains haletants et blêmes. « Êtes-vous tous complètement aveugles ?» La voix de Vance a tonné sur la pelouse. Regardez attentivement cette cicatrice. Regardez sa posture. Vous, idiots arrogants, avez passé tout l'après-midi à vous moquer de l'une des plus grandes guerrières que ce pays ait jamais produite. Chaque mot qu'il prononçait frappait la foule comme un coup de masse.
Vance a pointé un doigt raide directement vers moi, arrachant le dernier lambeau de mon déguisement. Ce n'est pas une sangsue inutile. Voici le Major Zarya Marsh, une légende vivante, instructrice en chef des systèmes de combat au corps à corps pour les opérations spéciales des États-Unis. Elle a reculé et retenu ses coups parce qu'elle essayait de protéger cette famille brisée et ingrate. Pas parce qu'elle avait peur de parasites pathétiques comme vous. La vérité a frappé le jardin comme une bombe. Les femmes riches qui avaient ri de mes vêtements déchirés ont physiquement reculé, le sang quittant entièrement leur visage. Ethan Thorne s'est mordu la lèvre inférieure, baissant lentement la tête, dans un geste de respect absolu et indéniable. Avez-vous déjà vécu un moment où la vérité a finalement éclaté, et où les personnes qui vous regardaient de haut ont été forcées de ravaler leurs propres mots? Si vous connaissez le sentiment exact d'une justification ultime, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, et laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « justice » pour que nous puissions célébrer ce sentiment ensemble. L'illusion toxique de la richesse de la famille Thorne, et les suppositions arrogantes et bon marché sur les femmes faibles et sans défense, ont été réduites en fine poussière, sous le ciel qui s'assombrissait. Le vent a soufflé sur la pelouse, faisant bruisser la soie déchirée qui pendait de mon bras. Tout le monde me dévisageait. Ils étaient complètement paralysés, attendant que la faucheuse réclame son dû. Le jardin bien entretenu s'était complètement transformé, en un cimetière psychologique. Robert Thorne se tenait complètement muet, près des restes brisés de son verre de whisky. Le sang avait entièrement quitté son visage. L'humiliation accablante de regarder son héritier d'entreprise, tenter d'assassiner une héroïne nationale décorée, l'étouffait. Les femmes riches qui s'étaient empressées de se joindre aux moqueries sur mes vêtements bon marché, se recroquevillaient maintenant, terrifiées à l'idée même de respirer trop fort. Chloé se tenait figée, comme une poupée cassée. D'épais ruisseaux noirs de mascara hors de prix coulaient sur ses joues pâles, ruinant complètement son maquillage impeccable. Son arrogance superficielle, entièrement bâtie sur un fiancé riche et des marques de créateur, venait d'être brutalement écrasée sous le poids de ma réalité. Elle comprenait enfin. Je n'ai jamais été une ombre sur laquelle elle pouvait marcher. J'étais une montagne qu'elle ne pourrait jamais gravir. Mon père a lentement relâché sa poigne de fer sur l'épaule de Marcus, et a fait un pas lourd en arrière. J'ai avancé, m'arrêtant à quelques centimètres de l'endroit où Marcus était recroquevillé dans la terre humide. Je n'ai pas levé la main pour le frapper à nouveau. Il ne valait tout simplement pas la peine que je me salisse les mains. Tiens ta promesse, ai-je dit. Ma voix était totalement plate. Elle portait l'autorité absolue et intransigeante de quelqu'un, qui avait passé toute sa vie d'adulte à donner des ordres, qui ne pouvaient être remis en question. 3 mots simples, mais ils portaient le poids écrasant d'une condamnation à mort. Marcus a relevé la tête brusquement. Ses yeux étaient écarquillés, frénétiques, et laissaient couler des larmes de pure panique. Il a regardé désespérément par-dessus mon épaule, vers la tente du traiteur, suppliant son père de l'aider. Mais Robert Thorne a lentement tourné le dos. Le patriarche s'est éloigné, abandonnant son fils pour protéger sa propre part de dignité restante. Marcus avait été complètement jeté, par sa propre lignée sanguine. Tremblant violemment, Marcus a lentement traîné son genou droit dans la boue, puis le gauche. Il a abaissé ses 2 genoux sur l'herbe mourante. Il a baissé la tête, fixant les pétales de rose écrasés entre mes pieds nus. Je suis désolé, a-t-il étranglé. Sa voix était brisée, creuse, et tout à fait pathétique. Je te présente mes excuses, et je présente mes excuses à toutes les femmes présentes aujourd'hui, pour ma propre stupidité. Ces excuses pathétiques se sont évanouies dans l'air froid du soir, agissant comme l'acte d'accusation ultime, contre son ego masculin gonflé et toxique. L'humiliation absolue était bien plus brutale que n'importe quel coup physique, que j'aurais pu porter. Le faux pouvoir qu'il portait comme un costume bon marché, lui avait été complètement arraché. Regardant son parfait et riche futur mari, pleurer à genoux dans la boue, Chloé a finalement craqué. Ses genoux ont lâché et elle s'est effondrée sur l'herbe, sanglotant de façon hystérique dans ses mains. Je ne lui ai pas offert un seul mot de pardon. Je n'ai même pas regardé ma sœur. J'ai tourné la tête et j'ai fait un lancing de tête silencieux à mon père, une reconnaissance discrète, qu'il s'était enfin tenu du bon côté de l'histoire. J'ai tendu la main et j'ai doucement serré l'épaule tremblante de Lily, remerciant la seule personne de cette famille, qui m'avait réellement vu comme un être humain. Lentement, méthodiquement, j'ai glissé mes pieds nus et cicatrisés dans mes talons hauts. J'ai resserré le gilet en laine surdimensionné, autour de ma robe en soie déchirée, protégeant ma peau du vent froid.
Laissant derrière moi les sanglots hystériques, le verre brisé et les regards terrifiés, j'ai tourné le dos au jardin. J'ai marché droit vers les lourdes grilles en fer du domaine. L'air froid du soir s'est engouffré dans mes poumons. Ma poitrine était devenue entièrement légère. La chaîne étouffante de 15 ans, qui me liait à cette famille toxique et ingrate, venait enfin de se briser. Je ne venais pas seulement de quitter une fête. J'étais sorti de leur vie, pour toujours. 3 mois plus tard, le lourd facteur a laissé tomber une pile d'enveloppes dans ma boîte aux lettres en aluminium, avec un fracas métallique. Je n'ai jamais reçu de faire-part de mariage de Chloé, et honnêtement, je m'en fichais. Par le biais de quelques textos discrets de Lily, j'ai appris que Marcus avait été définitivement déchu de son poste de directeur financier. Son père l'a discrètement retiré du conseil d'administration, invoquant une grave incapacité à gérer les risques. Sa carrière a pris un plongeon massif. Les rumeurs en ville disaient qu'il était devenu complètement renfermé, sursautant facilement, et tressaillant violemment chaque fois que quelqu'un mentionnait simplement mon nom. Les comptes de réseaux sociaux de Chloé, autrefois parfaitement soignés, sont devenus complètement inactifs. Il n'y avait plus de photos tape à accent grave-l'œil de sacs de créateurs, ou de dîners hors de prix. Leur arrogance fausse et étouffante, avait été définitivement enterrée sous l'herbe humide de ce jardin. Ma mère a fini par m'envoyer une lettre d'excuse de 3 pages, bourrée de vieux polaroïdes de famille. Je l'ai ouverte. J'ai lu chaque mot. Puis, je l'ai pliée soigneusement, et je l'ai fourrée dans le coin le plus profond du tiroir du bas de mon bureau. Le pardon est un processus silencieux, mais cela ne signifie pas rendre le couteau aux personnes qui vous ont coupé. Je n'étais pas prête à la laisser revenir, et je refusais de compromettre ma santé mentale, juste pour maintenir une image familiale creuse. Mais en échange de cette perte, chaque dimanche après-midi, un lourd pick-up se garait dans mon allée. Mon père, Jonathan, en sortait. Il passait des heures assis tranquillement sur mon porche en bois, buvant du café noir et construisant des blocs en bois avec sa petite fille. Il n'a jamais insisté pour avoir des réponses. Il s'asseyait juste là. Les fractures profondes et hideuses de notre relation guérissaient lentement. Pas par de bruyantes excuses forcées, mais par un respect silencieux et indéniable. Debout au centre de mon salon, la chaude lumière du soleil matinal se déversait par les fenêtres ouvertes, remplissant complètement l'espace. L'air sentait la lessive fraîche et la douce poudre pour bébé, effaçant les souvenirs persistants du vin ranci, et de la fumée de cigares brûlants. Je me suis penché et j'ai pris ma petite fille dans mes bras. Elle a gloussé, tendant ses petits doigts doux, pour tracer doucement la cicatrice épaisse et irrégulière, qui descendait sur mon épaule nue. J'ai serré son corps chaud contre ma poitrine. J'ai levé les yeux vers le grand miroir suspendu au-dessus de la cheminée. Je ne voyais pas une femme épuisée et brisée, me regarder en retour. Je ne voyais pas une arme mécanique et froide, construite pour survivre au pire absolu de l'humanité. En me regardant dans le reflet, j'ai vu l'ombre stable et tranquille du général Arthur Marsh, souriant d'approbation. Il avait raison. L'arme la plus puissante qu'une femme possède, est sa patience. Mais cette patience doit être placée entre de bonnes mains. Les lourdes cicatrices en relief sur mon corps prouvaient que j'avais survécu aux coins les plus sombres et les plus violents de ce monde. Mais franchir ces grilles de fer ce soir-là, a prouvé quelque chose de bien plus difficile. J'avais enfin vaincu l'obscurité étouffante de ma propre famille. Le pouvoir absolu n'a pas besoin de crier pour être entendu. Le vrai respect ne s'achète jamais avec des colliers de diamants, ou de bruyantes menaces arrogantes. Il est entièrement construit sur une fondation de dignité, qui ne peut tout simplement pas être brisée. Parfois, l'arme la plus mortelle et la plus dévastatrice qu'un être humain puisse utiliser, est un silence total et incassable. Notre histoire se termine ici aujourd'hui. Mais je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû être complètement impitoyable, et couper les ponts avec un membre toxique de votre famille, juste pour protéger votre propre paix? Qu'avez-vous ressenti, lorsque vous êtes enfin parti? Laissez un commentaire ci-dessous, et partagez votre expérience. Merci beaucoup d'avoir écouté, de vous être abonné, et de soutenir cette chaîne. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts, connaissez votre valeur, et prenez soin de vous.